nouvelle séance de questions publiques, en partenariat donc avec la revue Place Publique et l'Institut Kervégan, que je représente en tant que président. Donc c'est toujours des moments privilégiés d'échange et qui s'inscrivent pleinement dans les travaux notamment de l'Institut Kervégan, autour de trois grands thèmes qui structurent nos réflexions, les territoires, la démocratie et les transitions. Donc ici, effectivement, on est plus sur le thème démocratie, donc un peu territoire aussi finalement, donc carrément territoire. Donc on est bel et bien dans des problématiques qui nous intéressent. Si vous êtes intéressé par l'Institut Kervégan et les travaux, ou si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à en parler à moi-même ou à Aurore Villemin, permanente. On vous donnera plus d'informations sur notre association. Voilà, donc je vais passer la parole à Léa et Franck, et je remercie beaucoup Jean Rivière d'être présent, géographe, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes, qui, je pense, commence à se faire un nom, parce que j'ai eu l'occasion de vous entendre à plusieurs reprises sur des médias nationaux. Donc je suis très heureux de vous entendre ce soir. Merci à Stéphane pour cette ouverture de séance. Donc on va, pour cette rencontre avec Jean Rivière, qui est donc enseignant-chercheur à Nantes Université, comme on dit maintenant, à l'IGARA, alors Institut de géographie et d'aménagement régional de l'Université de Nantes, on va dire l'IGARNU maintenant, hein, avec le changement de nom de l'université, et qui est auteur donc d'un livre qui s'appelle L'illusion du vote bobo, configuration électorale et structure sociale dans les grandes villes françaises, que vous trouverez tout à l'heure auprès d'Aurore, qui est sorti aux presses universitaires de Rennes il y a 3 mois. Hein, il y a 3 mois. Et donc, pour cette rencontre, on va garder le format de questions publiques, avec à peu près 1 heure d'entretien animé par Sonia Leboeuf pour l'Institut Kervégan et moi-même pour la revue Place Publique. Et puis après, il y aura libre cours à toutes vos questions pour interroger Jean Rivière à la fois sur ses recherches, et puis peut-être même acceptera-t-il de se livrer à un exercice, non pas de prédiction des résultats de dimanche prochain, mais en tout cas, quelques pistes de réflexion sur ce qui peut se passer à l'occasion du premier tour des élections législatives. Alors, peut-être pour commencer, donc au-delà du travail, avant même d'aller plus avant sur l'illusion du vote bobo, parler des travaux que vous faites à l'université, et en particulier, parce qu'il y a ce qui est sur le papier, mais Jean Rivière anime aussi un site que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est l'Atlas social de la métropole nantaise, qui est un site que chacun peut consulter en ligne, qui est un site gratuit, sur lequel il y a des cartes qui sont publiées, dont il va nous parler, qui donnent un peu un avant-goût de ce qu'on va trouver dans l'illusion du vote bobo. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous remercier à la fois Place Publique et puis l'Institut Kervégan et l'École d'Archi de m'accueillir, et puis à vous, à toutes et tous, d'être venus écouter et puis échanger ensuite dans un second temps. Alors, au-delà effectivement du bouquin, qui est vraiment un travail individuel, mais aussi collectif dans une certaine mesure, sur lequel on aura le temps de revenir ensuite, je suis un chercheur en géographie et puis plus largement en sciences sociales, et on anime avec des collègues, François Madoré notamment, qui est un chercheur spécialiste de géographie urbaine, mais aussi d'autres collègues qui sont cartographes, ingénieurs en géomatique ou cartographes d'édition, qui réunissent différents corps de métier. On anime ce projet d'atlas social de la métropole nantaise, qui est un projet interdisciplinaire qui essaye de croiser les regards des géographes, des sociologues, des historiens, alors surtout des géographes, des sociologues, des collègues du labo d'école d'Archi, aussi en urbanisme et en aménagement de l'espace, dans lequel on essaye de documenter les réalités sociales qui traversent la métropole nantaise à travers le prisme de leur dimension spatiale, qui est notre entrée privilégiée. On essaye de publier un petit article, une petite planche d'atlas en fait par semaine. Alors, en réalité, on est plutôt à 2 ou 3 par mois
depuis 18 mois qu'on a lancé le projet. Et l'originalité de ce projet-là, c'est un projet qui essaye de décloisonner les connaissances ou les savoirs qui sont produits dans l'université et d'essayer de les rendre accessibles à un public plus vaste, un public qui n'est pas uniquement académique. C'est pour ça que ce sont des textes qui sont assez courts et qu'on souhaite faciles d'accès. C'est des textes qui font 2 pages à peu près en format imprimé. Donc je vous invite vraiment à visiter, à lire et à éventuellement participer, puisqu'il s'agit d'un projet ouvert plutôt à des chercheurs, ce projet-là, dans lequel on a vraiment le concours de différents corps de métier que j'évoquais, et surtout d'un cartographe d'édition, qui a mis vraiment sa patte de finalisation graphique. Donc je vous invite à découvrir ce projet. Quelques idées de planches, quelques sujets que vous traitez Oui, ben, par exemple, on a pas mal de planches sur, par exemple, les transformations socio-professionnelles de l'espace nantais, en essayant d'utiliser des catégories un peu plus fines que celles ordinairement mobilisées. Les dernières planches portent sur des données qui sont des données de transactions notariées sur les ventes d'appartements dans la première décennie des années 2000. C'est ce qu'on appelle les données pervales. À chaque fois qu'il y a une transaction immobilière, les notaires enregistrent un certain nombre d'éléments sur les propriétés à la fois de l'acheteur et du vendeur. Donc on peut avoir des éléments intéressants sur les catégories sociales qui vendent, qui achètent, où est-ce qu'elles se situent, à quel prix, comment est-ce qu'ils évoluent. Et on a par exemple les 3 dernières planches qui portent sur la question de la métropolisation dans la métropole nantaise, vue à travers le prisme des achats d'appartements. On a des choses sur la question de l'exil et des migrants migrantes avec plein de guillemets, et donc de la question de l'accueil, de la crise de l'accueil et de son inscription géographique dans l'espace nantais. Bref, essayer de documenter toute une série de réalités sociales qui traversent la métropole nantaise avec ce prisme de l'entrée par l'espace qui est vraiment important, en essayant de montrer que l'espace urbain il est traversé par une grande diversité de populations, mais aussi par toute une série de hiérarchies sociales, résidentielles, et c'est là-dessus qu'on travaille. Alors, certaines des planches qui sont présentées dans cet atlas social, qui fera l'objet d'un livre dans quelques mois, toujours aux presses universitaires de Rennes, certaines des planches ont aussi nourri l'illusion du vote bobo. Peut-être une petite question, un petit préalable, d'abord sur ce titre, l'illusion du vote bobo, qui serait presque un titre journalistique, alors que vous vous moquez un peu des raccourcis qu'emploient les journalistes. Alors oui, c'est une bonne entrée en matière. Alors c'est un titre, donc il faut bien essayer de vendre des livres. C'est un titre qui part sur la notion d'illusion. Il y a beaucoup dans le débat public français, on voit notamment en période électorale qu'il y a beaucoup d'associations un peu mécaniques entre des profils d'habitants et des types d'espaces géographiques, et puis des types de votes qui y seraient liés. Et la catégorie de bobo, qui est une catégorie qui est apparue, qui est la contraction du terme de bourgeois bohème, qui est apparue au début des années 2000, c'est une catégorie qui s'est pas mal développée dans le débat public français. Alors, avec des collègues sociologues, on avait écrit un bouquin collectif il y a quelques années, 2-3 ans je crois, qui s'appelait « Les bobos n'existent pas ». Donc, pour dire qu'en fait, c'est une catégorie d'analyse qui n'est pas une catégorie d'analyse des sciences sociales et qui semble poser plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions. En fait, elle biaise le regard. C'est une catégorie pernicieuse pour nous de description du monde social, des villes et puis des habitants qui les peuplent. C'est une expression qui a une très forte charge politique aujourd'hui, parce que le terme, en circulant dans différents univers, c'est politisé, est devenu un terme avec une charge symbolique assez négative, généralement, en tout cas dans la bouche des locuteurs qui l'emploient. Mais pour autant, c'est un terme qui circule. Donc le premier de votre titre, l'illusion du vote bobo, c'est pour partir aussi des prénotions, et puis essayer de déconstruire et de proposer une autre approche, de faire un pas de côté. Donc je me débarrasse de la catégorie à la 2e page de l'introduction, vous le verrez si vous lisez le bouquin. Et donc le sous-titre, configuration électorale et structure sociale dans les grandes villes françaises, dit plus clairement ce qu'est le projet de l'ouvrage, qui consiste à essayer d'articuler les votes avec des échelles très fines des bureaux de vote, on y reviendra probablement dans un instant, avec la géographie des hiérarchies socio-professionnelles, des hiérarchies démographiques, générationnelles, scolaires, résidentielles. Bref, de dire que l'espace urbain est un espace qui est traversé par des rapports de force, par des inégalités, par des compétitions dans l'accès au logement, on en parlait à l'instant avec la question des prix des appartements, et donc que tout ça n'est pas sans effet dans les urnes, et c'est ce que propose le bouquin. Alors, justement, parlez-nous un peu à la fois du panel de villes que vous traitez, et puis de la méthode que vous avez employée. Est-ce que vous êtes allé sur... c'est un travail inédit, vous êtes allé à l'échelle des bureaux de vote, et sur une période de quasiment 50 ans, depuis la présidentielle de 1974.
quel était l'intérêt de prendre à la fois cette catégorie des bureaux de vote et puis de croiser tout cela avec toutes les données sociales, socio-professionnelles, sociologiques qui vous ont aidé à construire votre livre. Alors peut-être je vais commencer pour éclairer aussi l'approche qui est proposée dans le bouquin, je vais commencer par la deuxième partie de la question, c'est d'essayer de voir sur quelle base empirique, sur quelles données, sur quels matériaux en fait repose l'ensemble de l'ouvrage. Alors d'abord pour dire que c'est un ouvrage que j'ai écrit, c'est moi qui ai fait l'analyse de statistiques et les premières cartes, mais c'est un ouvrage qui s'appuie sur un travail qu'un parti collectif de collègues, notamment ingénieurs, qui ont largement travaillé à ce travail, à construire les données sur lesquelles il repose. Christophe Latardy, qui est un collègue ingénieur d'études qui était en disposition du ministère, mais mis à disposition de mon labo par rapport à son ministère de la Culture d'origine, Simon Charlier, cartographe d'édition notamment. En fait, pour proposer une analyse fine, et pas tomber dans un certain nombre de poncifs journalistiques qu'on trouve parfois sous la plume de certains universitaires, il fallait construire des données fines et donc porter le regard au niveau le plus fin possible, qui est celui des bureaux de vote intra-urbains. Alors vous avez ici un exemple à gauche, ici, du fond de carte des communes de la métropole nantaise, et on voit que ces 24 communes de la métropole nantaise, elles sont divisées en à peu près 475 bureaux de vote en 2017. Ici. Donc il a fallu, pour les élections de 2017, mais aussi toutes les élections antérieures dans le cas nantais, reconstituer ce fonds des bureaux de vote qui change à l'occasion de chaque scrutin, puisque le découpage en bureaux de vote qui relève du domaine de compétence de chaque mairie. Quand on regarde le code électoral, le découpage des bureaux de vote il sert à faciliter les opérations matérielles de vote, si on regarde le cas. Autrement dit, à limiter les files d'attente. Au type d'élection, il peut y avoir des files d'attente devant les bureaux de vote, et il y en a, notamment les présidentielles. Donc il y a ce travail de reconstitution de la structure des bureaux de vote. Donc ça, c'est un premier type de données que j'utilise. Et avec ce fond de carte, je travaille. Donc il y a ce fond de carte auquel correspondent des bases de données du ministère de l'Intérieur, car en France, on charge l'organisation des élections. Ça, c'est pour juste pour avoir une idée, entre la première élection que vous regardez et puis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on passe de combien de bureaux de vote à Nantes à presque 475 aujourd'hui. Ouais, alors j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est globalement multiplié par 2. On est autour de 200-250 bureaux de vote en 1974. Et à l'époque, une partie des communes dans la métropole, qui sont ici les plus périphériques, sont des communes qui comptent en fait pour la plupart un seul bureau de vote, puisque ce sont des communes rurales, qui ne sont pas encore concernées par la pérurbanisation, le mouvement d'étalement urbain. Donc ça, c'est le premier type de données que j'utilise. Et puis, pour articuler, pas se comparer de comparaison visuelle entre, par exemple, la carte du vote pour X ou Y et la carte, par exemple, de la présence des cadres ou des ouvriers, il a fallu utiliser des données de la statistique publique, et notamment des données du recensement de la population de l'INSEE. Et donc, ces données du recensement de la population de l'INSEE, elles n'existent pas dans la maille des bureaux de vote. À raison, puisque c'est une maille géographique, une échelle d'analyse qui est créée pour organiser l'opération électorale. Et donc, elles existent à l'échelle de ce qu'on appelle les IRIS, qui sont en gros la petite unité d'analyse à l'échelle de laquelle l'INSEE diffuse ces données, et une maille géographique qui ne correspond pas à l'échelle des bureaux de vote. Alors, je vous ai mis un exemple ici, c'est à gauche, vous avez la carte, la proportion de cadres et professions intellectuelles supérieures au recensement de la population de 2015, ici, dans les IRIS de Nantes. Donc, on voit qu'une ville comme Nantes, il y a 98 IRIS, mais il y a 200 bureaux de vote. Et donc, il y a une partie du travail d'ingénierie. Il a consisté à ventiler les données d'une maille d'information spatiale à une autre. Et une fois qu'on avait d'un côté les données électorales et de l'autre les données du recensement et de la statistique publique, on peut procéder à des croisements statistiques qui vont au-delà des simples comparaisons visuelles cartographiques qui posent toute une série de problèmes. On le voit dans le débat public, il y a plein de bonnes cartes, mais il y en a aussi beaucoup de mauvaises qui circulent, avec toute une série de biais sur la construction des catégories, des légendes, etc. Et donc une fois que j'avais apparié ces deux types de données, sur les différentes dates de scrutin que j'ai étudiées, on a pu documenter les transformations électorales de la métropole nantaise et puis les éclairer. Et puis pour terminer, avant de répondre à la deuxième moitié de la question, sur les données utilisées, alors vous verrez, je vous expliquerai plus en détail qu'est-ce que c'est que ce cercle. Ici, j'ai exprès gommé un certain nombre de choses qui apparaîtront plus tard. L'idée, c'était d'essayer de mobiliser une batterie d'indicateurs pour avoir une représentation des hiérarchies sociales dans l'espace des bureaux de vote de la métropole nantaise, qui soit une représentation à plusieurs dimensions, d'articuler ensemble, en même temps, si j'ose dire, les clivages démographiques, les clivages scolaires, donc le niveau de diplôme notamment, les clivages socioprofessionnels, et les clivages socioprofessionnels en ne se contentant pas
des catégories les plus routinisées ou les plus ordinairement mobilisées. Par exemple, on sait qu'en France, les actifs sont séparés. On a les agriculteurs exploitants, c'est la première catégorie socio-professionnelle. Alors, dans la métropole, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je les ai regroupés avec les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, qui forment ensemble le monde des travailleurs indépendants. On a les cadres, les professions intermédiaires, les employés et les plus ouvriers. Ça, c'est ce qu'on appelle la nomenclature en 8 postes, en 8 catégories, les catégories socio-professionnelles. Ici, je me suis appuyé sur un travail beaucoup plus fin, basé sur la nomenclature qu'on appelle en 42 postes. Donc, en gros, il y a 5 sous-catégories de cadres, 5 d'ouvriers, 5 d'employés, et ça donne une vision qui est beaucoup plus fine. Ça permet, par exemple, de réintroduire le clivage public-privé, qui est un clivage très structurant, à la fois dans les divisions de l'espace, mais aussi dans les votes. Le clivage de la qualification, notamment dans les classes populaires, c'est-à-dire les employés et les ouvriers. Il y a également des données qui sont relatives au statut d'occupation des logements. Est-ce qu'on a affaire à une forte proportion d'habitants du parc de logement social HLM ou des locataires du parc privé ou bien des propriétaires? Et voilà, à partir de là, de dessiner cet espace multidimensionnel et puis de l'articuler avec la question de la géographie des votes. On va le voir, mon travail s'inscrit vraiment au carrefour de 3 approches disciplinaires, on pourrait dire. La géographie électorale, et prolonge en cela le travail de quelqu'un qui s'appelait Daniel Rapetti, qui avait écrit vraiment un ouvrage qui était pionnier dans les années 80 sur vote et société dans la région nantaise. La sociologie électorale, et puis la science politique. Et c'est au carrefour de ces 3 disciplines-là que j'essaye de travailler. Vous êtes le premier à faire ce travail avec une échelle aussi fine, une maille très fine, ou c'est un travail qui a déjà été fait? Ce que vous venez d'expliquer, par exemple, sur les catégories socio-professionnelles, entrer dans ce détail-là pour croiser ensuite avec les bureaux de vote. Alors pour croiser avec les bureaux de vote, oui. Alors Daniel Rapetti avait été pionnière à une époque où les moyens cartographiques et informatiques étaient très différents. C'est l'essentiel de le souligner. C'était à la main, oui, ou quasiment. Ah oui, donc c'est vraiment exceptionnel. Et puis l'originalité du bouquin, mais on va y revenir, c'était, je pense, la première partie de la question. Il porte sur 2 niveaux. La première partie, elle porte sur l'ensemble des villes françaises de plus de 100 000 habitants. Donc ça représente 35 villes. On va en avoir un aperçu dans un instant. Mais pour des questions de disponibilité des données, c'est déjà un lourd défi méthodologique de reconstituer la structure sociale et électorale des bureaux de vote de l'ensemble des villes françaises de plus de 100 000 habitants. Ça représente environ 5 000 bureaux de vote. On va les voir dans un instant, ces 5 000 bureaux, 5 000 petits points. Et puis la deuxième partie, elle change d'échelle. Elle porte sur la métropole nantaise comme laboratoire, et c'est là-dessus qu'on va le plus échanger. Mais ça me semblait quand même important de travailler sur l'ensemble des grandes villes. Alors, dites-nous justement un peu ce qui ressort déjà de ces 35 grandes villes, quels sont les points saillants que vous avez identifiés. Alors, les voilà dans ce magnifique nuage de points, nos 5000 bureaux de vote. L'idée, c'était de se dire que, évidemment, il y a toujours des spécificités locales, mais que ces grandes villes françaises, elles partagent un certain nombre de traits communs. Ça, c'était un peu l'hypothèse de travail. Et ce que je vais vous montrer ici, à grands traits, c'est la manière dont ce que j'ai fait valide cette hypothèse-là de travail. En fait, j'ai d'abord cherché à produire une typologie, donc un tableau des bureaux de vote de l'ensemble des villes françaises. Donc ici, un petit point que vous avez à gauche, c'est un bureau de vote. Et je les ai regroupés en 9 classes, en 9 grands profils électoraux qui correspondent aux couleurs des petits points et aux ellipses qui regroupent ces points. Alors, ce qui était intéressant, c'est que puisque chacun des points, c'est un bureau de vote, et chaque bureau de vote appartient à un grand profil type, on peut ensuite cartographier cette typologie à l'échelle des 35 villes. Donc vous avez une partie, enfin la moitié de cette carte-là, parce qu'il n'y a pas la place pour tout mettre sur la diapo de ces grandes villes ici. Et donc on s'aperçoit que le paysage électoral en fait, des grandes villes françaises, il est structuré globalement de la même manière, quelle que soit la ville. Et alors c'est pas un scoop, mais c'est important de le démontrer finement, c'est de montrer que ce paysage électoral, il est en étroite articulation avec le paysage de la ségrégation ou de la division sociale de chacune des villes. Dans chacune des villes, pour ne prendre qu'un exemple, les bureaux de vote qui apparaissent en bas à droite sont des bureaux de vote où les votes à droite, donc le vote ici c'est sur la dernière décennie, cette analyse-là, la décennie d'avant les élections, c'est-à-dire 2007, 2012, 2017, ce sont les bureaux de vote où les scores de Sarkozy en 2012, en 2007, en 2012, puis les scores de François Fillon sont vraiment beaucoup plus élevés qu'ailleurs, parfois 20, 30 points de pourcentage plus élevés. Ce sont aussi les bureaux de vote où on retrouve les populations à la fois les plus âgées et qui sont les plus installées en termes d'ancienneté résidentielle dans leur bureau de vote.
Et ce sont enfin plutôt des populations qui sont parmi les plus élevées. Là, ce qu'on voit, c'est que quand on fait une analyse et qu'on... C'est ce qu'on voit par exemple tout là-haut sur Paris avec les arrondissements à l'ouest. Tout à fait. C'est le type qu'on a appelé DC1 avec droite plus pour montrer que la droite qui était très très fortement présente par rapport à d'autres endroits. Et de quoi est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'en fait, les bureaux de vote des beaux quartiers de Paris, qu'on voit très clairement à l'ouest parisien, dans les 7e, 8e et 16e arrondissements, ils ressemblent beaucoup aux bureaux de vote des beaux quartiers de Marseille, également au sud de Marseille, dans le 8e arrondissement, mais aux beaux quartiers de Lyon, aux beaux quartiers de Nantes, sur lesquels on reviendra tout à l'heure, notamment autour de Procé, de Moncelet. De la même manière, chacune des villes compte des bureaux de vote marqués par l'abstention et la présence des classes populaires, notamment dans les bureaux de vote des grands ensembles, etc. Et donc finalement, cette mosaïque électorale des grandes villes, elle est très transversale à l'ensemble des villes que j'ai étudiées, même si ces points communs, ils sont modulés, on pourrait dire, par des gros effets régionaux, et notamment en fait par la géographie très tranchée du vote pour l'extrême droite. En France, qui est très articulée autour du bassin méditerranéen et de la France de l'Est, on le voit clairement, les villes par exemple de Marseille, de Nice, de Toulon, de Nîmes, ou de Perpignan, mais c'est pas sur la carte ici, sont quasiment toutes violettes, c'est-à-dire un profil très marqué par la présence de l'extrême droite. Et puis, ce que permettait aussi de montrer ça par rapport à toute une série de prénotions, de raccourcis qui circulent dans les têtes, en fait, c'est de montrer que les villes, c'est l'espace dans lequel la diversité électorale est la plus forte. Il y a toute une série de chaînes simplistes sur la France des villes contre la France des campagnes, du périurbain, la France des gagnants de la mondialisation dans les espaces métropolisés, contre la France des ploucs et des gilets jaunes. Je vais un peu fort en disant ploucs et gilets jaunes, mais il y a ça qui circule dans les têtes en France, en fait. Et il y a ces associations mécanistes, en fait, elles doivent être déconstruites par la preuve, c'est-à-dire par l'analyse empirique, par l'analyse des données. Et ça, c'est ce que ça montre. Ça montre que dans les villes, en parcourant quelques centaines de mètres, eh bien, on trouve des profils assez différents. Et puis, ce qui est aussi très important de préciser ici, c'est que par rapport à toute une série de thèses sur la France, société fragmentée, société archipel, c'est que les villes françaises, ce ne sont pas les villes américaines. C'est pas la ville de la ségrégation absolue où, en passant d'une rue à l'autre, on passe du tout au tout en termes de profils sociaux. Dans les villes françaises, il y a des inégalités fortes, des hiérarchies sociales qui sont très présentes, mais c'est plutôt à des gradients, à des continuités qu'on a à faire. D'ailleurs, ça se voit très bien. À Paris, on a d'abord des bureaux bleu foncé, puis tout un croissant de bureaux où il y a un peu plus la droite, puis un peu plus le centre droit, puis des espaces de gauche. On passe rarement, il y a rarement des bureaux de vote bleus très à droite et très bourgeois qui sont collés à des bureaux de vote gris ou rouge. Ça n'existe quasiment jamais en fait dans les grandes villes françaises. Et quand ça existe, on verra qu'à Nantes, on peut avoir l'impression parfois qu'on a des situations comme ça. En fait, il y a des coutures morphologiques. Il y a un cours d'eau, il y a le périphérique, il y a des zones commerciales, des espaces non urbanisés. Donc montrer que cette mosaïque électorale est très transversale d'une ville à l'autre, et donc que ce que je vais dire ensuite sur Nantes, ça a aussi un domaine de validité qui est probablement plus large. Et puis montrer surtout que cette mosaïque électorale, elle est faite de nuances, c'est plus un tableau impressionniste, si je file un peu la métaphore, que quelque chose de très clivé. Il y a quand même des villes, alors vous avez évoqué les villes qui votent pour l'extrême droite, là, Toulon, Nîmes, Nice, Marseille, que l'on voit, qui sont plus monocolores que d'autres, si on prend le cas de Nantes, ou même Lille, ou des villes, qu'est-ce qu'on voit d'autre, Dijon par exemple, ou Toulouse, tout là-haut, qui sont très mosaïques, enfin qui sont plus puzzle. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une petite question qui est peut-être une question sur le... C'est simplement pour m'aider à comprendre comment vous construisez vos nages de points, parce que moi je suis un peu peut-être béotien dans l'affaire, mais quand on met des points dans un plan, ça veut dire que chaque axe a une signification, et j'ai pas compris quelle était la signification de chacun des axes. C'est une bonne question et vous n'avez pas pu le comprendre parce que je ne l'ai pas expliqué. C'est un peu de ma faute. En fait, pour le dire simplement, je ne veux pas rentrer non plus dans le côté trop stat pour analyse de données, pour nous aider à mieux pour vous aider à comprendre. Ce qui est à gauche, là, c'est ce qu'on appelle un plan d'analyse factorielle. À quoi ça sert? Ça sert à présenter une vision multidimensionnelle. On imagine un tableau dans lequel il y a 5000 lignes. En ligne, les 5000 bureaux de vote de toutes ces grandes villes. En colonne, il y a une dizaine de variables. Le pourcentage de vote Macron en 2017, le pourcentage de vote pour tel candidat, pour tel candidat. Donc on imagine une quarantaine de colonnes et 5000 lignes. Là-dedans, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de variance des statistiques. La question, c'est
c'est se poser, c'est quoi l'ossature, la structure du jeu de données? Quelles sont les lignes d'organisation, de structuration du jeu de données, et partant de là, du paysage électoral des grandes villes françaises. Donc ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle le premier plan de cette analyse factorielle, mais qui synthétise quand même à peu près 40% de l'information statistique qui est comprise dans ce très grand tableau. Donc on pourrait dire que c'est la moins mauvaise représentation possible dans un espace en 2 dimensions d'une réalité qui comprend bien d'autres dimensions qu'on aurait pu représenter ici. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est quoi l'architecture, l'ossature du jeu de données. Et donc c'est à partir de ça qu'est construite l'analyse. Mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure, mais c'était une très bonne question. Alors, pour répondre à la vôtre, parce qu'elle me paraît aussi très importante et une vraie précision, la carte, c'est un bel outil de communication. C'est pas moi qui suis géographe qui vous dire le contraire. Mais c'est aussi quelque chose qui dramatise les enjeux, la représentation. Je disais tout à l'heure, et j'insistais sur le fait que dans les villes françaises, les clivages s'expriment plus sous forme de gradient ou de continuité. En fait, on raisonne souvent d'une classe à l'autre, et c'est l'idée que ces ellipses-là de chaque profil, elles sont enchevêtrées entre elles. En fait, on raisonne sur des différences de quelques points de pourcentage, qu'il y a en plus ou en moins pour tel ou tel type de vote. Même dans les espaces qui sont tout violets, par exemple, comme les villes de Nice ou de Toulon, etc., il y a aussi du vote pour la droite, il y a aussi du vote pour le centre-gauche, pour la gauche, il y a aussi de l'abstention. C'est un profil moyen, qui repose sur quelques points de pourcentage. Donc ça, c'est important. Et pour refaire transition avec la suite, et montrer que ce que je disais à l'instant, c'est le même espace ici. Donc, en gros, le premier axe, pour reprendre la question de monsieur, on voit que c'est un axe qui oppose les bureaux de vote. Donc là, tout à l'heure, il y avait les points, c'est le même espace politique, on pourrait dire, ici, mais au lieu de représenter l'ensemble des points, j'ai représenté le point moyen de chaque ville, pour voir un peu quels étaient les profils de ville. Donc on voit que du côté de la droite et de l'extrême droite, on retrouve les villes de Nice, de Toulon, de Perpignan, de Mulhouse, de Nîmes, de Reims. On voit que de l'autre côté, on retrouve des villes du haut de la hiérarchie urbaine, Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, qui sont tout en haut de la hiérarchie urbaine, où on retrouve beaucoup plus qu'ailleurs des classes supérieures. Le GSP+, ça veut dire groupe socio-professionnel supérieur, donc c'est notamment les cadres ici. Et ça s'oppose aux villes où on retrouve beaucoup plus des gens qui ont des diplômes moins importants, et des groupes socioprofessionnels populaires, donc les employés, les ouvriers. Donc l'idée c'est de se dire, voilà, ça c'est un document que j'utilise à la fin de la première partie pour faire transition avec la deuxième qui porte sur Nantes, pour dire, voilà, on a établi un panorama à l'échelle nationale qui montre qu'il y a des vrais points communs dans l'organisation du paysage électoral des villes, mais avant de regarder plus précisément ce qui se passe sur Nantes, il faut relativiser un peu le positionnement de Nantes, et donc situer ici la ville de Nantes. C'était l'idée. Mais on pourra revenir tout à l'heure dans les questions, si vous voulez, sur les aspects méthodaux, mais je ne voulais pas être trop assommant ou barbant avec ces questions-là, mais vous avez bien fait de la poser parce que ça permet de comprendre. Juste sur le rangement, le classement des villes, là, en fonction des différents axes, qu'est-ce qui va différencier, je ne sais pas, enfin au-delà du vote, sur les catégories socio-professionnelles, par exemple, Nantes ou Bordeaux, enfin de Reims, alors Reims, du coup, c'est plutôt des gens peu ou pas diplômés, c'est ça, en bas, alors qu'on a l'image d'une bourgeoisie plutôt très aisée, de Champagne, etc. Mais c'est une ville universitaire, Reims, en même temps. Ouais, alors, comme l'analyse porte sur les 35 plus grandes villes françaises, presque toutes ces villes comprennent des universités. Oui, c'est ça. Par contre, ces villes, elles sont inscrites dans des espaces régionaux, dans des bassins d'emploi et de main-d'œuvre qui sont eux-mêmes spécialisés, qui ont connu des histoires économiques différentes à la fois ancienne et dont on a encore des traces, et puis aussi l'actualité dans le peuplement qui est différent d'une ville à l'autre. Ce qui a positionné, en fait, alors c'est compliqué, mais ce qui a positionné les bureaux de vote ou les variables qui sont ici, c'est le profil électoral que j'ai vraiment utilisé comme variable dite active dans le traitement. Et puis après, j'ai essayé de regarder en plus, enfin, voilà ce paysage, cet espace politique des grandes villes françaises, et comment on peut l'éclairer, le comprendre, en mobilisant les données de la statistique publique sur le profil social de, finalement, qui sont les habitants de ces espaces. Donc il y a quand même des différences, et c'est là qu'on voit le poids des représentations que vous évoquiez, et cette analyse, ce type d'analyse-là, elle permet, comme d'autres analyses qui sont faites, de déconstruire ça. D'accord. Alors, on se rapproche de Nantes. Allez-y. En quoi Nantes se différencie ou ressemble aux autres grandes villes? On le voit là sur
tout en haut, il n'y a que Rennes qui est au-dessus. Il n'y a que Rennes qui est au-dessus, et on voit aussi qu'on a pas mal de villes de la France. Vous allez alimenter la concurrence. Vous voyez qu'il y a Bordeaux qui est pas loin également. Alors, l'idée, c'est qu'il y a des implantations régionales aussi. Il y a le vote d'extrême droite qui est très présent dans des villes du bassin méditerranéen, dans la France de l'Est globalement. Mais on sait aussi que dans la France de l'Ouest, le vote pour Emmanuel Macron a été plus élevé qu'ailleurs, et ce dès 2017. Et c'est aussi ça qu'on enregistre. Le PS, ce sont aussi des villes socialistes, Nantes, Rennes, qui sont présentes ici. C'est également le cas de Grenoble, qui était à côté ici. Là, c'est juste la présidentielle de 2017. Là, c'est la présidentielle de la dernière décennie, c'est-à-dire 2007-2017. Voilà. Mais alors, pour faire la transition avec votre question sur Nantes, on voit bien que penser ce qui se passe à Nantes sans regarder Rezé et Saint-Herblain, c'est un peu stupide. De même que Lille sans Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-Gascq, sans parler de Paris sans sa petite couronne, de Lyon sans Villeurbanne, etc. On sait bien que les processus d'urbanisation et puis le tableau des divisions sociales de l'espace ne s'arrête pas à l'espace de la ville-centre. Alors c'est pour des raisons notamment de disponibilité des données, il y a déjà quand même un travail très très important derrière ça, que je me suis limité ici à la ville-centre. L'intérêt de la deuxième partie, c'est que je m'étais limité aux 35 villes-centres, mais bon, il y a du coup l'analyse comparative nationale, et à la dernière décennie. L'idée, en travaillant dans la deuxième partie sur Nantes, c'était à la fois de passer le périph', pourrait-on dire, en travaillant à l'échelle des 24 communes de la métropole nantaise, et aussi de prendre beaucoup plus de profondeur historique. L'objectif, donc, c'était de remonter aux élections de 74, il y a le recensement de la population de 75, l'élection de 81 avec le recensement de 82, etc. Donc à 8 dates, à 8 jalons comme ça, d'avoir à la fois le profil électoral du bureau de vote et son profil social. Parce qu'il y a des effets d'inertie très importants. Donc sur la dernière décennie, par exemple, les choses avaient bougé un petit peu. Un quartier, ça peut bouger en 10 ans. Mais il y a quand même des effets d'inertie dans le parc de logement qui sont quand même très puissants. Alors qu'en prenant un tableau depuis les années 70, ça permettait de suivre la trajectoire de changement social nantaise de manière beaucoup plus développée. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans la deuxième partie de l'ouvrage. On avait ici une carte centrale. Essayer de décrire ces configurations électorales en mouvement, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'elles se transforment dans le temps, essayer de les articuler avec la sociologie évolutive des quartiers, et puis de leurs aménagements urbains. C'était un des enjeux qui était important. Alors là encore, il y a une typologie quantitative qui est derrière ça, mais on reconnaît des connaissances que chacun ou chacune peut avoir de l'espace de la métropole nantaise. Alors, juste pour dire aussi que la métropole nantaise, au sens intellectuel, au sens métropolisation, elle ne s'arrête pas aux frontières de Nantes Métropole, c'est 24 communes. Elle s'étend dans l'aire d'attraction de l'INSEE sur une vaste partie du département de Loire-Atlantique. Mais dans beaucoup de communes périurbaines plus lointaines ou rurales, on a peu de bureaux de vote, et donc cette échelle du bureau de vote qui faisait aussi l'unité du livre, l'idée c'était de la conserver. Donc on a par exemple tous les 4 profils qui sont dans les teintes en bleu ici, ce sont des profils où les bureaux de vote sont marqués à droite ou dans les différentes composantes des droites dès les années 70. Et puis ils vont se différencier entre eux, ces profils, au fil des scrutins. Par exemple, dans le profil D1, que j'ai appelé la domination croissante de la droite dans les beaux quartiers des classes supérieures, ce sont des profils déjà marqués à droite qui vont devenir de plus en plus à droite, où l'écart à la moyenne du vote à droite va être de plus en plus important. Et en fait, ce sont des espaces qui sont bourgeoises, c'est-à-dire ce sont des espaces déjà aisés, déjà bourgeois, dans lesquels notamment la part des cadres a augmenté et va continuer à augmenter. Ça, c'est important de différencier les différents types d'embourgeoisement. On parle beaucoup de gentrification, par exemple, dans le cas nantais, c'est dans toutes les textes, c'est dans les copies d'étudiants, c'est dans certains mots d'ordre politique. C'est une vraie question, à la fois urbaine et sociale. C'est ce qu'on appelle l'embourgeoisement. Alors, justement, c'est là que la question est intéressante, et c'est là que ce type d'analyse qui prend le temps de différencier les choses est important. On voit bien que c'est pas la même chose d'être dans un espace bourgeois, où il y a par exemple 30% de cadres qui va avoir 35, 40, 45% de cadres, que dans un espace qui est initialement un espace populaire, où la part des cadres va augmenter, va devenir importante, parfois presque aussi importante que dans certains espaces initialement bourgeois. Mais on voit bien que d'abord, ce ne sont pas les mêmes groupes qui appartiennent à la catégorie des cadres, et ça c'est ce qu'on voit en nuançant les choses entre les cadres du privé, les cadres du public et les différentes fractions de classe. Ce n'est pas non plus les mêmes générations, parce que bien souvent les dynamiques de gentrification, donc, qui sont ici associées très fortement à la montée de la gauche, notamment du centre-gauche et d'une gauche à sensibilité plus écologiste, c'est aussi un mouvement de rajeunissement généralement des quartiers. Alors, on le voit dans les transactions immobilières, c'est souvent retraités, ouvriers, vend à cadres, acheteurs cadres.
et c'est souvent des acteurs plus jeunes. Donc c'est un mouvement de transformation sociale, qui est aussi un mouvement de transformation démographique et générationnelle. Et donc le but, c'était de dresser un tableau de tout ça, en regardant aussi ce qui se passe dans une couronne plus large autour de Nantes, hein, notamment dans ce corridor industriel de la Loire-Aval, là, je dis un bastion ouvrier de gauche en mutation, de regarder les communes plus lointaines, de voir par exemple que, pour reprendre le type bleu foncé, qui n'est pas bleu marine, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, c'est un espace qui est un espace bourgeois marqué à droite, mais que ce sont à la fois les beaux quartiers du centre-ouest nantais, mais aussi les espaces pavillonnaires aisés de la commune de Sautron. Et on voit bien que ce ne sont pas les mêmes fractions des classes supérieures ou des classes moyennes supérieures qui y vivent. Et voilà, l'idée c'était d'avoir un tableau plus nuancé et de mettre l'accent sur la question du changement social. Alors, si vous deviez nous citer quelques-unes des évolutions là, sur ces presque 50 ans, des quartiers, des bureaux de vote et des évolutions du vote à Nantes, lesquelles retiendriez-vous? Par exemple, moi, j'ai lu le livre pour en faire une note de lecture dans la revue. Des choses, par exemple, c'était tout le centre-ville qui est passé d'une droite classique à plutôt à gauche et qui explique sans doute, entre autres, au-delà du vote des quartiers, le succès de Jean-Marc Ayrault en 89 et aux élections suivantes. Oui, effectivement, c'est une élection, enfin une transformation qui me paraît importante. On voit bien qu'au départ, c'est la différence entre les profils ici D1 et D2. C'est qu'il ne faut pas oublier que dans l'espace central, qui est aussi aujourd'hui très rajeuni et embourgeoisé, initialement, c'est un espace qui est certes marqué à droite, mais où on a aussi beaucoup de logements qui sont des logements insalubres dans les années 70-80. On est avant les opérations de patrimonialisation, de reconversion urbaine, et donc on a des formes de mixité relative qui apparaissent dans ces espaces-là, qui vont se rajeunir, qui vont aussi pas être sans lien avec la montée en puissance de Nantes comme ville universitaire au fil des années 70-80. Et puis on a des transformations également du profil G1. Alors l'île de Nantes et ses périphéries gentrifiées, alors j'ai mis une nouvelle place publique de la gauche nantaise, c'est pour trouver un peu accrochable, mais on voit bien que cet espace-là, qui est initialement un espace populaire, là on a vraiment affaire à de la gentrification. On a les bureaux de vote de Trente-Mous, par exemple, qui sont aussi un archétype local des transformations que sont la gentrification, avec de fortes poussées de la gauche progressive, une transformation aussi générationnelle, un rajeunissement, qui sont intéressants. Et l'idée, c'était vraiment de différencier ces trajectoires. Alors, quel grand mouvement vous avez pu observer sur ces 50 ans? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise, vous, l'enseignant-chercheur habitué à regarder dans l'isoloir? Difficile, j'ai déjà dit pas mal de choses. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les 9 profils, il faut bien vous donner envie de lire le livre. Non, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment, on ne peut pas parler de temps long parce que c'est les années 70, mais voilà, de prendre quand même une quarantaine d'années de profondeur historique. Ça montre aussi la transformation socio-professionnelle générale de Nantes, hein, en voyant dégringoler la place des ouvriers dans la métropole. Qui aussi la place de l'ouvrier tout en bouge dans la structure de l'emploi national, mais qui bouge dans la structure de l'emploi national, mais qui bouge plus vite dans la métropole par rapport à ce qui se passe ailleurs, mais c'était aussi témoin de transformation, notamment de tertiarisation et des économies urbaines. Mais ça sert aussi à montrer que les classes populaires, on en parle probablement moins, elles sont invisibilisées dans le débat public et dans le débat public urbain, mais elles sont quand même finalement encore assez largement présentes dans les grandes villes françaises, dans les métropoles comme Nantes, au moins quand on regarde à l'échelle de notre métropole, d'abord parce qu'il y a un parc de logement social qui est présent, mais aussi parce qu'on a des communes, y compris des communes urbaines de première ou deuxième couronne, qui sont historiquement des communes populaires. Ici, vous les avez, on a Saint-Pierre-Ouest, le Héron, la Montagne, le Pèlerin, Indre, qui sont des communes dans lesquelles on a des fractions populaires, des classes populaires, qui sont aussi différentes de celles qu'on peut retrouver dans le logement social. Notamment des fractions des classes populaires dites stabilisées, qui ont pu accéder à la propriété, alors au prix d'un certain éloignement, mais qui sont encore présentes dans les mondes urbains. Est-ce que, alors on sait que le département gagne grosso modo 16 000 à 17 000 habitants chaque année, la métropole en gagne je crois à peu près 9 000, et la ville de Nantes, il y en a qui me corrigeront si je me trompe, c'est 6 000 à peu près, hein, je crois. Mais est-ce que ces mouvements de population vous résonnent dans ce que vous avez observé, ce que vous avez étudié, est-ce qu'il y a des quartiers qui changent, des
des bureaux de vote qui basculent parce que la population change. Bascule d'un coup, je dirais non, parce qu'on voit que même s'il y a des afflux de population nouvelle, même s'il y a notamment des opérations de densification, parce que dans certains secteurs intra-urbains, ce sont des opérations de densification qui permettent de renouveler l'habitat, il y a quand même une structure du parc de logement, de taille de logements individuels collectifs, qui font que même en 10 ans, on a rarement des recompositions complètement radicales. Quand on est sur la question de quartiers qui vont être créés ex nihilo, comme on a sur l'île de Nantes par exemple, là voilà, on a d'un coup un quartier qui va d'emblée prendre une identité sociale ou politique de tel ou tel profil, mais je dirais plutôt que c'est des changements sur un moyen terme, et c'est là l'intérêt d'avoir pris la profondeur depuis l'année 70, de voir les choses évoluer. Oui, j'avais une question notamment sur l'abstention. Est-ce que vous avez pu remarquer donc, dans certains quartiers l'évolution de l'abstention différente? Je suis désolé pour la voix, je n'ai pas en fonction des quartiers, et évidemment l'état des grands ensembles, des quartiers prioritaires, puisque c'est un peu spécifique à l'agglomération nantaise d'avoir des quartiers qui sont très proches du centre-ville. Donc j'aimerais savoir si vous avez vu des évolutions en termes d'abstention dans ces quartiers. Tout à fait, c'est une question qui est vraiment importante. C'est d'ailleurs ce que décrit le profil 5, là, qui s'appelle le basculement, qui est le dernier, G5, le basculement progressif des grands ensembles dans l'abstention. Ce que ça permet de rappeler, notamment par rapport à toute une série de représentations, de prénotions contemporaines sur les banlieues, avec plein de guillemets, c'est que historiquement, ces espaces-là sont d'abord des espaces plutôt de progrès social. Hein. Accéder au grand ensemble au moment de sa construction, c'est vécu comme un progrès, parce qu'une grande partie du parc de logement français est alors insalubre, notamment dans les 50, 60, notamment au sortir de la guerre. Et au départ, ce sont des espaces dans lesquels on a des formes de mixité sociale relative, avec des petites classes moyennes, qui vont partir de ces quartiers, notamment à la faveur des politiques d'accession à la propriété, et qui rendent accessibles les crédits immobiliers aux fractions stabilisées des classes populaires, d'abord au bas des couches moyennes, puis aux fractions stabilisées des classes populaires. Et donc, initialement, ces quartiers-là sont des quartiers dans lesquels l'abstention n'est pas plus forte qu'ailleurs, voire un peu plus faible. Notamment aussi parce qu'à l'époque, il y a des organisations politiques, notamment le Parti communiste français, qui quadrillent, qui sillonnent ces quartiers-là. Le Parti socialiste a fait aussi à une certaine époque, il y a un réseau militant associatif qui font que ces classes populaires-là, ce sont des classes mobilisées, et donc elles vont voter. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis progressivement, et les années 80 passant par là notamment, bien ces espaces vont de plus en plus être marqués par une présence de plus en plus importante de l'abstention. Et aujourd'hui, quand on regarde les variances, pour prendre un gros mot statistique, c'est-à-dire où est-ce que l'éclatement des séries statistiques est le plus grand, c'est alors toujours d'abord pour le vote à droite. Ça, c'est classique, hein, le vote Fillon, le vote Sarkozy, le vote de la droite traditionnelle est celui qui est le plus éclaté géographiquement. Ça renvoie au fait que, c'est comme quand on demande aux étudiants, enfin moi je le fais comme enseignant, à votre avis, dans les catégories socio-professionnelles, c'est la ségrégation de quel groupe qui est la plus forte? Les étudiants, ou la plupart des gens disent d'emblée, c'est les ouvriers. Et on rappelle, non, c'est toujours les cadres, en fait. Et ça, c'est une règle qui est valable dans toutes les villes françaises. Et donc, c'est l'éclatement statistique le plus fort, ce sont les votes à droite. Et juste après, c'est la question de l'abstention, qui est vraiment la plus forte. On a le niveau d'abstention dans certains bureaux de vote des quartiers populaires de grands ensembles, donc Nantes-Nord, Chêne-les-Anglais, mais aussi Bellevue, d'Hervallières, ou Malakoff, ou Château à Rezé, qui sont vraiment... alors sur l'élection présidentielle où l'abstention est à 20%, on a un niveau d'abstention qui peut monter dans ces quartiers-là à 40, 45, 50. Et puis dans des élections dites de faible intensité, comme des élections municipales, des élections départementales, là on a des niveaux d'abstention qui passent carrément à 80, 85% d'abstention à l'échelle des bureaux de vote. Et là encore, c'est cette échelle du bureau de vote qui permet d'avoir une vision ici qui est très fine. Et ce que j'en profite de cette question qui est importante sur l'abstention, pour dire qu'une des originalités aussi du livre, c'est que j'ai fait le choix de travailler systématiquement sur les pourcentages de vote calculés sur les électeurs inscrits, et pas sur les suffrages exprimés, comme c'était le plus souvent, notamment parce que quand on veut comparer des élections différentes, dans différentes temporalités historiques, si on calcule sur les suffrages exprimés, on oublie complètement le poids de l'abstention. Alors que si on calcule sur les électeurs inscrits, on a ce poids différentiel de l'abstention qui peut écraser ou pas les autres scores, qui est vraiment important. Et c'est encore plus important, comme dans la suite du livre, on le verra ensuite, quand on ne veut pas travailler que sur l'élection présidentielle, mais qu'on veut travailler sur des élections comme les municipales ou les européennes, qui sont des élections marquées par des niveaux d'abstention beaucoup plus élevés. En gros, je dirais, en sciences politiques, quand le questionnement central, c'est mais qui a gagné? Là, c'est logique de travailler sur les suffrages exprimés. Quand on veut faire de la sociologie électorale ou de la géographie électorale, quand on cherche à articuler, à intriquer
les résultats électoraux d'un côté avec les profils sociaux des quartiers, là il faut travailler sur les inscrits pour comparer des populations qui sont globalement comparables. Et la cause pour vous de la surreprésentation de l'abstention dans les quartiers prioritaires, ce serait justement cette mauvaise inscription ou non-inscription? Alors c'est une vraie question. Alors pour essayer de répondre à cette question-là, je vais y répondre en deux moments. La première chose, c'est de dire que, alors ça c'est des travaux de politique, notamment Céline Braconnier et puis Jean-Luc Dormagin, qui sont vraiment des spécialistes de l'abstention, qui ont écrit un bouquin qui s'appelle La démocratie de l'abstention, qui est paru en 2007 et qui porte sur le quartier des Cosmonautes, donc un quartier populaire de la ville de Saint-Denis, dans la petite couronne parisienne, et qui montre qu'en fait, aujourd'hui en France, avec d'autres données ensuite au niveau national, aujourd'hui en France, le premier facteur de ce qu'on appelle l'abstention systématique, c'est-à-dire le fait de ne voter à aucun tour de scrutin, ni les deux de la présidentielle, ni les deux de la législative s'il y a deux tours, ni les municipales, ni les européennes, etc. Ce n'est pas des critères sociaux ou socio-économiques, entre guillemets, c'est la mal-inscription, c'est-à-dire la mauvaise qualité de l'inscription sur les listes électorales. Aujourd'hui en France, il y a une partie importante de la population qui soit non inscrite, c'est-à-dire qui n'est pas inscrite sur les listes électorales, et il y a parfois, dans certains, environ 25% de la population, c'est énorme hein, quand on dit ça aux gens, qui est mal inscrite, c'est-à-dire qui est inscrite aujourd'hui à un lieu dans un bureau de vote qui ne correspond plus à son lieu de résidence actuel. Où est-ce que cette mal inscription est la plus forte? Et ça c'est intéressant pour quelqu'un qui essaie de porter un regard géographique. Ce sont dans les mondes urbains, là où le turnover ou les rotations dans le parc de logement sont les plus importantes. Dans les villes qui sont qui plus est des villes étudiantes, les étudiants sont une catégorie avec une problématique spécifique. On sait que les élections ont lieu le dimanche, les étudiants sont souvent inscrits, en tout cas dans leurs premières années d'études, sur le lieu de résidence de leurs parents. Et puis après, quand ils s'inscrivent dans des études parfois plus longues, ils peuvent être inscrits. Et puis surtout, il y a plein de gens, il y a une partie, hein, j'ai oublié la proportion, mais il y a une proportion très élevée des Français qui déménagent tous les ans. Or, par rapport à bien d'autres régimes démocratiques dits avancés, la France est un des pays qui conserve un système extrêmement rigide et contraignant d'inscription sur les listes électorales, alors qu'il y a des simplifications qui sont possibles. On sait que, après c'est en fonction des rapports à la politique qu'on a les uns et les autres, et qui sont des rapports qui sont liés aux positions qu'on occupe dans les hiérarchies sociales, là on ne pense pas forcément à se réinscrire sur les listes électorales. Ça c'est quelque chose qui est important. Et encore, à la limite, dans une présidentielle où l'offre est la même partout, pas très grave, on peut éventuellement aller se déplacer, mais si on est inscrit dans une commune différente, ce n'est pas les mêmes élections municipales, etc. Donc cette question de l'inscription sur les listes électorales, elle est vraiment très importante. Pour répondre à la deuxième partie de la question, je vais vous montrer les autres morceaux de ce que je vous ai caché tout à l'heure. Alors ici, c'est à l'échelle de la métropole nantaise. L'idée, c'était de voir comment s'articule, toujours avec une analyse factorielle, pour répondre à la question quantitative, comment s'articule le paysage électoral. Là, on va dire que ce qui va positionner les différentes variables entre elles, c'est le profil de chacun des bureaux de vote. On voit que, à droite, c'est le cas de le dire, on a les bureaux de vote qui sont les plus marqués par la présence au premier tour de la présidentielle de 2017, par le vote Fillon et par le vote Macron. Alors, ce que montre ce travail-là, c'est que dès 2017, le vote pour Emmanuel Macron, c'est un vote qui s'inscrit au centre droit de l'espace politique. C'est un vote qui est, en particulier dans la France de l'Ouest, qui est très lié à l'implantation de François Bayrou. Donc c'est ce centre droit représenté par François Bayrou. On a des bureaux de vote où on retrouve en bas beaucoup plus qu'ailleurs le vote pour Mélenchon, l'abstention, enfin le vote pour Hamon. Et on a un troisième pôle, vous voyez que cette tripartition de l'espace politique dont on parle beaucoup depuis la présidentielle, elle apparaît ici dans notre métropole dès 2017, entre un pôle de bureaux de vote à droite, un pôle de bureau de vote où on retrouve plutôt la gauche et l'abstention, et un pôle de bureau de vote où on retrouve plutôt des votes pour l'extrême droite. On a le vote Le Pen, le vote Dupont-Aignan, qui est le seul candidat qui avait appelé à voter pour Marine Le Pen au deuxième tour. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, quand on essaye de regarder le profil sociologique de ces bureaux de vote-là, à quoi est-ce que ça correspond. Alors, encore une fois, on pourrait dire il a découvert un peu l'eau tiède, mais encore faut-il le montrer à une échelle fine, et moi je ne vois pas si souvent des travaux de ce type-là. On voit que les bureaux de vote dans lesquels les scores de la droite sont les plus élevés, c'est aussi là qu'on retrouve les catégories socio-professionnelles supérieures, hein, les ingénieurs et cadres techniques du secteur privé, les cadres administratifs et commerciaux du privé, les employeurs, les gros indépendants. Du côté de l'extrême droite, on est plutôt sur les classes populaires stabilisées, c'est-à-dire des diplômés de CAP, BEP, de bac, des techniciens contre-maîtres agents de maîtrise, donc le bas des professions intermédiaires, et puis des salariés stables, des gens qui ont accès à la propriété, qui sont quand même assez âgés, enfin, d'âge intermédiaire, 40-54 et 50-64 ans,
Et on voit que ce qui différencie ces espaces-là des espaces les plus marqués par le vote pour Jean-Luc Mélenchon, ici on est uniquement en 2017, hein, donc le vote pour Jean-Luc Mélenchon, c'est le principal vote à gauche, mais aussi des espaces de l'abstention. C'est là qu'on retrouve beaucoup plus des ouvriers mais peu qualifiés, alors que les ouvriers qualifiés sont en position intermédiaire, des employés du privé, des inactifs, des immigrés, des chômeurs, des locataires du parc HLM, des salariés précaires. Donc on voit que cette répartition de l'espace électoral, on peut l'éclairer sociologiquement par le profil des bureaux de vote. Voilà. À vos questions? J'ai quand même l'impression que l'élection municipale de 2020 a été vraiment compliquée à analyser avec cette période de Covid et cette abstention très forte, parce que si j'avais été au bout de votre raisonnement, Valérie Opelt aurait dû faire un résultat nettement meilleur à Nantes. Alors, vu le taux d'abstention qu'il y a eu au municipal de 2020. Oui, c'est une bonne question. Ce que ça montre, c'est aussi le poids de l'ancrage local et du fait d'être un sortant, ou une sortante en l'occurrence pour Johanna Roland. Dans ce qu'on a observé au moment des élections municipales de 2020, dont le premier tour, il faut le rappeler, s'est déroulé juste avant le premier confinement, c'est que globalement, c'est une élection qui a été marquée par une très forte abstention et qui est globalement une élection où les sortants et les sortantes, quelle que soit leur couleur politique, qu'il s'agisse de sortants ou de sortantes socialistes, mais aussi LR, qui étaient implantés localement, ont globalement été réélus. Et c'est là qu'on voit sur une municipale le poids quand même du travail politique qui est aussi mené. Donc autant sur une présidentielle, moi j'essaye de comprendre les présidentielles avec des logiques des chercheurs. Daniel Gaxi, qui est un spécialiste de sociologie politique, qui a longtemps travaillé avec Pierre Bourdieu comme sociologue, disait qu'on peut voir les élections présidentielles comme un moment spécifique de la lutte des classes, parce que s'actualise dans les urnes un certain nombre de positions sociales, se joue un certain nombre de coûts fiscaux, de partage des monétés de la richesse d'une société, hein, par l'imposition ou par la suppression justement de certaines impositions. Donc on peut penser qu'on vote à une élection présidentielle en lien avec des positionnements socio-professionnels, alors qui sont évidemment hérités de la trajectoire familiale, des environnements dans lesquels on est, etc. Une élection municipale, il y a évidemment ces critères-là qui jouent, mais il y a d'autres choses qui viennent jouer. Et donc, c'est aussi plus compliqué à analyser. C'est pour ça que finalement, dans le bouquin, moi, je me suis plutôt concentré sur l'élection présidentielle, parce que l'approche que je défends pour essayer de comprendre les mosaïques électorales, c'est une approche qui met vraiment l'accent sur l'hiérarchie sociale dans la ville, en la prenant dans des formes multiples. Donc, c'est pour ça que je vote plutôt sur la présidentielle. C'est à propos d'abstention, parce que je pense quand même que le gros problème de nos élections, c'est l'abstention. Et je pense que, enfin moi j'ai un peu perdu dans vos explications tout à l'heure, parce que vous avez dit le premier facteur, j'ai noté, le premier facteur donc, qui peut expliquer l'abstention, enfin, c'est comme ça que j'ai compris, c'est la mauvaise qualité de l'inscription sur liste électorale. Vous avez très bien compris. Donc, et quand vous me dites ça, je suis quand même très insatisfait, parce que je me dis, mais c'est pas possible. Les gens qui ne vont pas voter, c'est pas parce qu'ils ne sont pas inscrits sur une liste électorale, c'est pas possible. Alors, en fait, c'est une très bonne question qui permet de préciser les choses. Être inscrit sur liste électorale, c'est un comportement politique finalement. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait analyser pas l'ensemble des votes sur les inscrits, il faudrait analyser l'ensemble des votes et faire encore un pas de côté supplémentaire en disant qu'il faut travailler sur la population électorale potentielle. C'est-à-dire l'ensemble des gens majeurs de nationalité française, donc qui disposent du droit de vote, mais qui ne sont pas privés de leurs droits civiques, ce qui est un type de sanction qu'on peut avoir face à la justice. Et donc il faudrait revenir par rapport à ça. Alors c'est très difficile à établir quantitativement. Mais en tout cas, en fait, donc être inscrit et s'inscrire sur les listes électorales, c'est un comportement politique finalement. Et donc ce comportement politique-là, il varie en fonction des positions sociales. Parmi les gens qui déménagent tous les ans, on a plus de chances de se réinscrire quand on est diplômé avec +5, qu'on est cadre, que quand on a déménagé aussi dans l'année, mais qu'on est ouvrier non qualifié et qu'on a un CAP. Donc, c'est-à-dire que puisque la non-inscription, c'est aussi un comportement politique qu'il faut analyser sans le juger, j'essaie d'analyser tous les comportements politiques, quels qu'ils soient, c'est-à-dire sans produire moi-même de jugement normatif, et ben, ça permet de comprendre qu'en fait, c'est un ensemble de choses. On est moins inscrit parce qu'on appartient au monde populaire, par exemple, et qu'on appartient aux générations, aux âges les plus jeunes et aux générations actuelles. Donc, on a un rapport aux politiques qui est celui-là. Et c'est parce qu'on a ce rapport aux politiques-là, plus ou moins distancié vis-à-vis de l'institution électorale, c'est une institution, hein, l'institution électorale, et donc on va moins s'inscrire. Comme il y a des gens qui ont des questions de non-recours à un certain nombre de prestations sociales, et ça crée aussi des distances aux institutions. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est analyser la non-inscription sur les listes électorales comme l'abstention, comme les votes blancs, comme les votes nuls. C'est-à-dire qu'il y a un type de comportement électoral qui dit des rapports aux politiques
et qui est fonction de la place qu'on occupe dans les hiérarchies socio-professionnelles, scolaires, générationnelles, etc. Je ne sais pas si ça clarifie ce que... Donc, il y a un truc que j'ai raté. Donc, l'inscription sur une liste électorale, c'est une démarche volontaire. Oui. En Ça veut France, dire c'est que des ceux qui ne sont marques. pas inscrits, c'est qu'ils ont renoncé à s'inscrire, c'est ça? Alors, Qu'ils ne le savent pas. Alors, il y a eu un changement, c'est-à-dire C'est ça que... qui est absurde. On est inscrit. Parce que Il y ça a eu veut une dire réforme de quand même qu'il y l'inscription aurait sur des les mesures à électorales prendre depuis pour quelques éviter années. ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont préinscrits dès 16 ans et à 18 ans, on est automatiquement inscrit une première fois. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc aujourd'hui, et ça existe depuis une quinzaine d'années. Donc ça veut dire que les gens sont inscrits une première fois. Mais après, la plupart des gens déménagent en fait pour leurs études, vont accéder éventuellement à un premier emploi, déménagent. Et donc il y a cette première inscription qui est faite. Et là où le travail, je vous invite à lire la tribune dans le Monde qu'ont fait justement Céline Braconnier et puis Jean-Luc Dormage un peu avant la présidentielle, qui disent qu'il pourrait y avoir une procédure de simplification de l'inscription électorale à la française qui est extrêmement contraignante, alors qu'en Allemagne, en Espagne, dans plein d'autres pays européens, C'est à ça que je voulais en venir, en fait. c'est simplifié. Il y a un Parce qu'il y rapport a pas moyen parlementaire de qui a été simplifier produit tout ça. sur la simplification possible de la procédure d'inscription électorale. Et ce serait vraiment important en termes démocratiques et citoyens, parce que c'est aussi favoriser la participation de toutes et tous, quels que soient les rapports politiques qui découlent des positions, enfin des inégalités sociales. Et justement, il me semble, alors je ne me souviens plus exactement de la date, mais il me semble qu'il y a quelques années, on était obligé pour une élection en 2022 d'être inscrit avant le 31 décembre 2021. Ça n'est plus le cas. Donc il y a beaucoup de Donc il y progrès a dans eu ce une sens. démarche de simplification des inscriptions sur liste Ça serait, électorale. je crois, jusqu'à la semaine précédente. Jusque, oui, 2-3 semaines avant, ou vraiment. Et justement, les partis, et notamment dans les quartiers, et Bellevue que je connais très bien également, les partis ont tout intérêt à favoriser, à faire la promotion de l'inscription sur liste électorale jusqu'à la dernière minute. Enfin, pas tous les partis. Pas tous les partis. Parce que les Mais coalitions en tout électorales cas, sont différentes. Là, eux, ils l'ont fait. Enfin, en tout cas, LFI. Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'à l'obligation de voter? C'est-à-dire que j'ai Alors, compris ça, qu'il y avait c'est une autre question, et pour laquelle beaucoup, il ne m'appartient pas de répondre comme chercheur. C'est-à-dire que Oui. chacun comme citoyen a sa propre position. Mais vous voyez que justement, répondre à cette question-là, ça reviendrait voter à blanc, apporter ça un c'est jugement. pas. Ça reviendrait à apporter un jugement normatif. C'est-à-dire que, voilà, moi j'analyse la non-inscription, le fait de ne pas voter, le fait de voter pour l'extrême droite, pour la gauche radicale ou pour la droite. Pour moi, ce sont des comportements équivalents en termes d'analyse. Et c'est là que le travail de distanciation il est important. Après, chacun peut en penser ce qu'il veut. Mais moi, c'est ce que je vais retenir ce soir, c'est la mauvaise qualité sur les inscriptions sur les listes. Alors ça, j'aurais jamais Entre 25 pensé. et 33% des gens qui sont mal inscrits, c'est énorme. Et si on fait alors, Est-ce qu'on connaît la proportion d'étudiants, par exemple, dans Les le études. poids des étudiants? Non, mais c'est très important. Et dans une ville que moi j'ai fait par exemple, je suis enseignant-chercheur, donc j'ai des étudiants en cours de stats pour essayer d'intéresser les étudiants aux stats et à la cartographie. Des fois, fréquemment, j'utilise des jeux de données électoraux. Alors, donc, tiens, on va bosser sur les jeux de données des élections municipales. Et il y a peut-être des étudiants qui ont été concernés dans la salle. Et je fais des sondages au moment de l'élection municipale de 2020. Sur une ville comme Nantes, entre les 40 000 inscrits de Nantes Université, ceux de l'école d'Archi, ceux de l'école centrale, ceux de l'ENSIA, ceux de tous les plus petits établissements privés qui existent, il y a 50, 60 000 étudiants à Nantes. Alors, sur une ville de 300 000 inscrits. Je leur ai dit, dans les compétences, vous êtes des géographes, vous allez travailler sur des questions de géographie et d'aménagement du territoire et de l'espace, de l'urbanisme. Dans les compétences qui se décident aux élections municipales, il y a les transports, il y a des questions de logement, il y a la question du plafonnement ou du blocage des loyers qui peut être utilisé, il y a la question des transports métropolitains. Je leur dis, vous êtes des étudiants, une bonne partie d'entre vous, parce qu'on est en géographie comme en sociaux, viennent plutôt des classes populaires ou du bas des classes moyennes. On a des taux d'étudiants boursiers qui sont autour de 50% par exemple. La question du prix du logement, la capacité à trouver un logement, un garant, etc., c'est quelque chose que vous rencontrez. Tous les jours, vous vous déplacez entre votre logement et l'université. Dans un groupe de TD de 25 étudiants, quand on demande qui est inscrit sur liste électorale nantaise aux élections municipales, il y a 2 ou 3 mains sur 20 qui lèvent la main. Alors, ils vont voter aux élections présidentielles, par exemple, de haute intensité, parce qu'ils sont inscrits chez leurs parents. Et je leur dis, vous voyez, sur ces questions-là, il y a des listes aux élections municipales, on a regardé, on a dit, regardez, sans a priori politique, mais regardez, il y a la question du plafonnement des prix des loyers, la question de la gratuité des transports, elle est en débat au moment des élections municipales, là, à Nantes, aujourd'hui. Donc, c'est des questions aussi qui vous concernent. Et alors, les étudiants, c'est pas un ensemble homogène, politiquement, c'est un ensemble homogène en termes d'âge. Mais il y a entre des étudiants d'Audencia en master, en MBA, et des étudiants de sciences sociales de l'université, je prends un exemple un peu caricaturé,
candidatures, on voit bien qu'il y a des profils sociaux, politiques qui peuvent être différents. Mais pourtant, en termes d'âge, en termes de l'heure du dernier tram, en termes de prix du tram, en termes de qualité de la desserte, en termes de blocage éventuel des loyers, vous n'êtes pas une classe sociale des étudiants. Mais vous partagez quand même un certain nombre d'intérêts éventuellement, et pourtant, il y a une part importante d'étudiants qui ne sont pas inscrits au municipal. Bah, j'aurais dit 50 000 étudiants sur 300 000 inscrits, vous pesez lourd là, potentiellement. Voilà, bah, c'est des débats politiques qui sont des débats d'aménagement. Les étudiants, après, ils veulent bien ce qu'ils veulent. Je leur dis, mais regardez, et de toute façon, que vous tirez une présidentielle à Nantes ou chez vos parents, ça ne change rien. Sur des élections comme une municipale, avec des effets de concentration très forts, plus des domaines de compétences spécifiques qui y touchent, bah, après, voilà, chacun en tire les conséquences qu'il veut. Mais cette question des étudiants, c'est une question importante, et elle traverse l'ensemble du livre, parce que les grandes villes sur lesquelles je travaille ici sont pour la plupart des universitaires, dans des proportions variables. Donc c'est une grande question, voilà, la question des étudiants et de leur lieu d'inscription. Merci à Merci Jean-Rémy. de votre accueil et de vos questions.